8h07 sur Radio Fidélité. Nous sommes toujours en direct de Paris, à quelques heures de l'ouverture du congrès Mission à l'Accor Arena de Bercy. Et Tiffaine, je me tourne vers vous. Votre invité, on l'a dit, est en quelque sorte l'artiste de ce congrès Mission. Et oui, je reçois maintenant Nicolas de Palmar. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps ce matin. Nous sommes au Congrès Mission 2025 à Paris et vous en êtes le graphiste depuis les débuts. Vous formez avec votre femme l'atelier des Palmar. Elle est scénographe et vous êtes graphiste. Vous avez construit l'identité visuelle de ce congrès. On va découvrir ce que ça veut dire. C'est un élément très important et on va découvrir ensemble votre travail pour cette édition. Mais pour commencer, Nicolas, vous avez été formé aux Arts décoratifs de Paris. Comment est-ce que vous êtes devenu le graphiste du congrès Mission ? C'est une histoire très singulière, on va dire. J'étais encore aux arts décoratifs quand un jour un type que je ne connais pas frappe à la porte de la classe où mes profs corrigeaient nos travaux. J'étais élève à l'époque. Et il a eu du courage, ce garçon, parce qu'il frappe à la porte et puis il commence à demander si un Nicolas de Palmar est ici. Et effectivement, c'était moi. Je lui ai demandé d'attendre 5 minutes à l'extérieur, le temps que les profs finissent de me faire passer. Et puis, dès que c'était terminé, il est rentré. Et devant tout le monde, il a dit, voilà, je voudrais organiser un événement à Saint-Sulpice à Paris, moment d'Halloween. On aura l'église ouverte avec des prêtres qui vont confesser. Il y aura l'hostie, il y aura... Et on accueillera tout le monde pour parler de la Toussaint. Et là, la classe entière, comme par hasard, s'était tue complètement et écoutait Raphaël Cornu-Ténart parce que c'était lui. Le fameux Raphaël. Le fameux Raphaël. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit, est-ce que tu es d'accord pour me suivre ? J'ai dit oui, surtout que ça répondait à une demande la semaine passée exactement au même endroit. J'avais dit, Seigneur, je te mets au défi, mais dis-moi, moi je veux bien bosser, mais je veux pas chercher de travail. Alors on va faire un deal. Tu m'envoies quelque chose à faire pour annoncer ton nom. Je savais pas que ça s'appelait la mission à l'époque. Et de mon côté, j'attends le travail que tu m'enverras. Eh bien, je tiens à vous faire une confidence ce matin. Ça fait 25 ans qu'on se connaît, Raphaël et moi. J'ai jamais cherché de travail de ma vie. Oui, c'est ça. Vous l'avez raconté dans Aletheia, à la sortie de l'école, vous avez fait cette prière. Tu t'occupes de me trouver du travail et je te garantis que je mettrai tout mon talent à ton service. Donc Absolument. Ça fait tout ce temps-là qu'en fait, vous a guidé dans votre collaboration avec le Congrès Mission, c'est ça ? Alors, c'était pas le congrès Mission à l'époque, non. Mais en effet, ça m'a conduit au congrès Mission il y a 10 ans. Quand Raphaël Cornu-Ténart, une fois de plus, revient avec une idée dans la poche en lui disant, voilà, en fait, il se trouve que maintenant, après avoir monté Annunzio, fait Holy Winds et plein de choses, eh bien maintenant, on va essayer de faire quelque chose de plus collégial. On va emmener toute l'église avec nous pour... peut-être faire une espèce de salon de l'agriculture catho. Oui, c'est ce qu'ils disent, effectivement. Voilà. Et là, s'il te plaît, suis-moi, aie confiance. On va faire ça cette fois-ci plus nombreux. On va mettre tout en commun. Quelles sont nos expériences ? Quelles sont nos rencontres avec les gens pour annoncer Jésus ? Et toi, tu vas faire comme d'habitude l'image. Je lui dis, je comprends pas du tout ton concept. Je pense aussi comme d'habitude, mais c'est pas à moi de comprendre tout de suite. C'est pas moi l'initiateur, mais en revanche, c'est moi le traducteur. Et donc, en gros, j'ai dû effectivement me mettre au boulot pour comprendre où voulait nous emmener Raphaël cette fois-ci. Et au bout de 10 ans, ça donne un visuel de plus pour la 10e année. On va parler de votre travail, mais je voudrais quand même revenir sur vous, parce que dans la revue Mission, vous êtes décrit comme un viking qui déboule dans le milieu compassé du catholicisme français, avec sa carrure de guerrier et sa moustache blonde au vent. Comment on conjugue un tempérament d'artiste et finalement le service de la foi ? Tout simplement en prenant Jésus homo, il n'a pas réuni autour de lui des gens parfaitement clean, ce qui m'a largement rassuré. Je pense qu'effectivement, j'ai plutôt un physique nordique, mais disons qu'il y a un apôtre qui me plaît beaucoup comme modèle, c'est Saint Pierre. Je
pense, d'espèce de bonhomme qui parle spontanément en disant qu'il va défendre le Christ l'épée à la main, coupant l'oreille du grand prêtre, que jamais je ne t'abandonnerai, qu'il le renie 3 fois, qu'il lui demande pardon, le Seigneur le remet quand même en place, il est quand même l'homme sur qui le Seigneur a construit son église ensuite, et en fait, il était sans faux semblant. C'était pas un type spécialement éduqué. C'était un type franc, voilà. Et en fait, je pense que dans un milieu comme ça, il nous en faut des gens francs, des gens clairs, qui n'ont pas peur. Dans le congrès mission, il y en a beaucoup quand même des gens comme ça, ou des gens qui grenouillent autour de Raphaël. Il y en a aussi beaucoup. Voilà, comme Steven Gunnell, par exemple, qui vient de sortir son film. Sacré-Cœur. Auquel j'ai participé aussi en tant que storyboarder. Évidemment, avec des gens comme ça, on a envie de déplacer des montagnes, quoi. Ouais. Et vous travaillez pour le Congrès Mission depuis sa première édition en 2015. Qu'est-ce qui représente ce congrès pour vous ? Ce congrès, qu'est-ce qu'il représente ? C'est une très bonne question. Je ne peux pas vraiment vous dire, à part peut-être vous dire que j'ai très envie de croire que c'est une bonne réunion de copains qui ont été touchés par la même chose et qui au final ont fait leur possible pour que ça avance. Après, voilà, on est humain, comme je le disais. Les copains, c'est pas des dieux. Donc en gros, ça doit être un projet qui doit être tourné vers l'écoute de ce que l'on peut faire pour servir en fait l'annonce de Jésus. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment un lieu de don. Et en tant que graphiste, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir annoncer la foi avec des signes contemporains. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça dans l'Église catholique que de vouloir faire autre chose que friendly, sympathique, joyeux, heureux, qui parle à tout le monde, aux vieux, aux jeunes, aux gens éloignés d'Église, à ceux qui sont des cathos d'élevage. Il faut parler à tout le monde parce que Jésus est gentil. Jésus n'est pas gentil. Jésus est bon. Et en fait, le bon Dieu n'est pas bon, en fait. Il est Dieu. Et en fait, ça m'insupporte pas mal quand même au cœur du monde catho d'habitude. Cette restriction par peur, par inintelligence, par méconnaissance, mais tout ça à la fois, et puis faites bien un bon paquet bien serré pour expliquer effectivement une idée mièvre de Dieu, tellement 19e-iste. Le bon Dieu. Tout ce que je déteste est réuni là-dedans, quoi. Voilà. Mais justement, vous estimez que l'Église, elle puise trop ses inspirations dans une sorte de publicité commerciale, alors qu'elle possède vite ses propres codes et une symbolique forte. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer ? Virer tous les gens de la communication, tous. Je pense qu'il faut se retourner vers quelque chose qui s'apparenterait au graphisme d'utilité publique, celle qui consiste à être un graphisme militant. Alors en effet, dans une France laïque, il est très difficile de pouvoir imaginer, et c'est à chaque fois sur lequel on tombe en disant oui, on fait pas de prosélytisme, mais bien sûr qu'on en fait du prosélytisme. Évidemment, sinon on n'annoncerait pas le Seigneur, on vendrait un produit qui s'appellerait Jésus-Christ, packaging, extraordinaire, cadeau de Noël. Alors effectivement, il faudrait lui blanchir la barbe et lui mettre autre chose que son pagne, des grosses bottes fourrées rouges, et il offrirait des cadeaux aux enfants. Bon, donc vous assumez votre part de prosélytisme, hein, vous assumez votre part mais moi j'assume totalement, exactement comme Steven Gunnell avec son film. Et vous dites, je suis redevable de ce qui arrive maintenant et je veux continuer. Au moment de partir, j'aurai le sentiment du devoir accompli. Ce congrès, c'est une forme d'urgence missionnaire pour vous ? Jusqu'au moment où on aura besoin de mes services, jusqu'à la dernière seconde, dernier souffle, je ferai ce qu'il faut pour annoncer Jésus. Voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, et jusqu'à maintenant, ça a été en partie dans le congrès mission. Ouais. Ça ne sera pas éternel. D'ailleurs, je pense que comme toute émission qui vient comme cela, ça a retourné pas mal, les priorités, je pense, dans l'Église catholique. Dans le sens où tout à l'heure je vous disais que le mot mission, je le connaissais pas quand j'ai dit Seigneur, je voudrais annoncer ton nom. Là aujourd'hui, je pense que c'est bien inscrit. Il faudra simplement pas que le congrès mission devienne un organe clérical de plus, dans lequel effectivement. Oui, qui reste indépendant. C'est ça que vous souhaitez. Plus que ça, je dirais même dans sa méthode, disons qu'elle ne confonde pas autorité et compétence, par exemple. C'est un énorme combat que j'ai depuis 25 ans maintenant,
en permanence en tant que graphiste, et puis j'enseigne le graphisme à Paris aussi, j'enseigne la sémiologie. Au bout de 25 ans, on n'est plus un petit nouveau du nez duquel sort du lait, hein, donc moi c'est un peu fini. Et à partir de ce moment-là, je peux juste dire que encore aujourd'hui, et même au sein d'un congrès mission, on se retrouve quand même en front avec des gens qui ont des certitudes et peu de compétences. Et Nicolas de Palmar, on a vu justement, venons-en à vos créations, les créations des éditions précédentes, le buste en reconstruction de 2016 avec Congrès Mission, Notre-Dame avec des bandages en 2020 après l'incendie. Chaque visuel raconte vraiment quelque chose. Et pour cette édition 2025 à l'Accor Arena, année jubilaire de l'Église, quel a été le brief ? Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Vous avez une question dure. Parce que vous avez forcément des briefs avant de créer, ce qu'on appelle un brief pour ceux qui ne connaissent pas quand on est en communication ou quand on est en graphisme. Le commanditaire du visuel ou en tout cas de l'identité visuelle qui va représenter un événement vous envoie une sorte de liste, une sorte de liste de courses, des choses à mettre, à faire apparaître et des choses dont on ne veut pas, c'est ça ? Alors non, pas tout à fait. Non. En fait, c'est beaucoup plus large que ça quand on. Oui. Alors, si on travaille en publicité, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive comme chez un concessionnaire auto et on dit voilà, je voudrais un siège en cuir dans tel modèle de voiture et telle motorisation. En communication, c'est ça. C'est ta. Voilà, ça c'est la communication telle qu'on la connaît en pub. Justement, c'est la critique que j'ai profondément dans ce métier. Moi, je pense pas que j'ai un client, mais un commanditaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va assumer d'arriver avec une question en disant voilà, je sais pas très bien où je vais, mais je sais plus ou moins qui je voudrais inviter. J'aimerais pouvoir parler de tel sujet et il se trouve que on a telles urgences aujourd'hui qui ont été discernées par un groupe, entre autres celui du Congrès Mission. Et donc à partir de ce moment-là, est-ce que tu es capable de nous le traduire ? Est-ce que tu es capable de traduire cette idée ? Est-ce que tu peux nous apporter une réponse à nos questions ? Et dans ce cadre-là, je peux travailler. Dans le cadre où je dois être l'exécutant d'une idée de quelqu'un qui a une idée préconçue de ce que ça doit être traduit visuellement, franchement, honnêtement, qu'il le fasse tout seul. Hein. Il y a l'intelligence artificielle qui va l'aider à le faire aujourd'hui. En plus de la PAO, peut-être qu'il se débrouillera très bien, et en tout cas sans moi. En revanche... Production assistée par ordinateur, je précise. Voilà, exactement. Moi, de mon côté, je suis là pour... c'est ma compétence. Moi, je sais traduire. Et je connais les mécanismes. Donc, à partir de ce moment-là, la question qui a été proposée au Congrès Mission, c'était, voilà, il se trouve quelle est la vision que l'on peut encore donner de Dieu aujourd'hui à nos contemporains. On a passé une dizaine d'années extraordinaires dans lesquelles on a eu un pape qui a ouvert de nouveaux débats en plus. Voilà, il y a eu le débat sur la vie longtemps avec Jean-Paul II, puis après Benoît XVI. Et puis on a eu une ouverture sur la planète, sur des urgences climatiques, sur la création en général, sur le fait que tout était lié, nos actions et la nature, que nous étions bien sûr des aimés de Dieu, mais que le Seigneur voulait nous révéler dans la création tout entière. C'est ce qu'on voit. Et à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on voit sur votre visuel. C'est ce que j'ai voulu effectivement montrer. Donc le Seigneur fait le don de soi, il s'ouvre. C'est ça. On va le décrire. Voilà. On va le décrire. Il s'ouvre en fait. On a le Christ a les yeux tournés vers le Père et on a une sorte de son visage, son buste ainsi que son visage sont comme une sorte de chemin, donc ouvert. Et en chemin, et à l'intérieur, on voit une baleine, des fruits. Enfin, vraiment, c'est rempli de je sais même pas comment dire, plein de scènes à l'intérieur de ce Christ. Absolument. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir révéler la création, c'est pas simplement de faire une sphère avec des animaux dessus qui sont attirés par le centre, par l'attraction terrestre, et qui subissent des aléas climatiques. Pas du tout. En fait, l'idée, c'est que c'est un double mouvement, le Christ. C'est d'abord, on nous invite à le suivre. Ça m'a toujours étonné dans le langage catho, de cette limitation même du vocabulaire, en disant nous allons cheminer ensemble. En plus, dans une
une journée de récollection avec un pique-nique tiré du sac. Enfin bref, mais tout ce vocabulaire sectaire qui fait que quand vous n'êtes pas de ce lieu-là... Votre Bible et votre pique-nique. Ah, mais c'est un enfer, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas communiquer même avec vos camarades qui ne sont pas de ce coin-là. Quand vous montrez ça, ils rigolent. Et donc, vous passez pour le cadeau de service. Je souligne le débile, hein. Surtout dans un milieu artistique comme le mien. Et donc, à partir de ce moment-là, en revanche, monter sur le Christ, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'effectivement, j'avais accepté de suivre en fait Jésus, et que je marchais avec des copains. Et puis en fait, c'est en me disant, parce qu'en prenant du recul sur 25 ans de vie, je me suis dit, mais en fait, en gros, j'étais en train de marcher sur les pas du Christ, donc en haut sur le Christ, quoi. Oui, là, sur le Christ comme les personnages oui. sont sur le Christ, effectivement. Exactement. J'invite les auditeurs à regarder cette affiche tout en nous écoutant, parce que c'est très fort ce que vous dites. Donc là, donc moi je me suis posé cette question de congressiste en me disant, en fait, révèle-moi Seigneur que je suis sur le bon chemin. Révèle-moi Seigneur rassure-moi Seigneur, parce que avec les tempêtes de la vie, c'est pas facile de prendre conscience que l'on marche ensemble, toi et moi. Et en fait, le Seigneur fait plus que cela. C'est-à-dire que non seulement, à un moment, on prend ce recul et on découvre qu'on marche bien sur lui ou avec lui, mais on se rend compte aussi qu'en fait, il nous a fait rencontrer au fur et à mesure de notre vie toute la création qu'il a libérée, dans laquelle nous faisons partie. Alors oui, nous avons une place spéciale, nous marchons sur lui. Mais en fait, en s'ouvrant, le Seigneur nous révèle en fait toute la beauté de la création qui nous est offerte. Et à partir de ce moment-là, moi je pense qu'il ne faut pas se mettre dans une préservation de la nature comme si on était tout puissant et qu'on pouvait effectivement, par le fait d'arrêter de respirer ou de vivre, on sauverait la planète. Je veux dire, je ne crois pas une seule seconde à cette dystopie. Je crois véritablement au contraire au fait de ne pas être responsable. Et je crois qu'en révélant ce visuel-là, j'ai envie de dire aux gens, vous n'êtes pas responsable, ni de ce que vous recevez de ce magnifique planète, ni de son devenir. Ce n'est pas en votre pouvoir. Remettez votre vie dans ce grand tout qu'est le Christ, qui nous révèle à la fois la planète et la beauté de la planète. N'ayez pas peur, disait le Jean-Paul II, n'ayez pas peur de marcher à la suite du Christ. Cela ne vous appartient pas. Et c'est la révélation de cette phrase qui avait sur cette affiche que moi j'ai trouvée très parlante. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Ça veut dire qu'aucun catholique ne détient ni la vérité, ni le chemin, ni la vie. Et donc, en fait, nous sommes parfaitement libérés. Vous n'avez pas à défendre votre vérité, car ce n'est pas vous la vérité, c'est le Christ. Et donc, en gros, c'est non seulement découvrir qui on est, au milieu de quoi nous sommes, un cadeau reçu, et le fait que nous sommes libres. Voilà, c'est tout ça pour moi. Et cette affiche, c'est pas seulement une affiche, c'est un visuel générique qui sert de modèle à une déclinaison multi-support, hein, c'est-à-dire qui sert à tout parler de l'événement. Concrètement, pour ceux qui sont un petit peu étrangers à ce discours, qu'est-ce que ça veut dire une déclinaison multi-support, un territoire graphique qu'est-ce que ça signifie ? Du soir au matin, vous vous réveillez avec un téléphone portable à la main, avec un journal à lire, avec une couverture d'un livre, avec des publicités dans les transports en commun, et vous êtes sollicité par des milliers d'images. Nous pensons, parce que nous sommes en France, que nous sommes le pays de Molière. Depuis longtemps, ce n'est plus le cas. Nous sommes un pays d'images. Et nous sommes sollicités bien plus que nous pouvaient l'être nos grands-parents. Quand je dis bien plus, c'est 10 fois plus d'images par jour. Un homme contemporain va pouvoir être interpellé par ces images. 10 fois plus que nos grands-parents. Certes, nous lisons de manière fractionnée, nous ne lisons pas des milliers de signes dans un journal, parce que nous lisons 144 signes d'un tweet ou d'un X. Nous lisons des publicités et des slogans par milliers. Nous lisons des encarts dans les journaux et nous reconstruisons mentalement un univers graphique, un petit peu comme les impressionnistes faisaient leur peinture, point par point, et ensuite, après, l'ensemble, avec du recul, créer quelque chose d'une peinture
peinture nouvelle. Eh bien, nous sommes dans la même chose. Aujourd'hui, un graphiste n'est plus confronté à une demande d'une image particulière qui va s'appeler un poster quand on l'a chez soi ou une affiche quand elle se bat dans la rue. On va lui demander de créer tout un univers graphique qui va être développé sur plein de supports d'intervention, de porte d'entrée pour le spectateur ou pour le congressiste, si un jour il le devient, que ça se transforme en volonté de découvrir des visuels. Donc nous, en tant que graphistes, notre travail ne consiste pas à réaliser l'image magnifique, impeccable et statique, mais l'image capable à la fois de transmettre du sens dont on vient de parler juste avant, mais en plus de ça, ce qui aura la capacité technique d'être projeté sur différents supports, que ce soit des supports numériques ou que ce soit des supports imprimés, que ce soit des formats verticaux ou horizontaux, quelquefois extrêmement horizontaux et quelquefois extrêmement verticaux, avec des bandes dans des sites internet dans lesquels on nous offre une place, par exemple, mais aussi la possibilité d'être retrouvé en animation. Et là, aujourd'hui, au Congrès Mission à Bercy, tous ces visuels sont animés. Donc il faut imaginer que cette affiche prend vie par l'animation et se retrouve sur tous les supports, que ce soit écran ou papier. Et pour terminer notre entretien, justement, Nicolette Palmar, c'est votre femme qui intervient comme scénographe au Congrès Mission. Ça veut dire qu'elle met en scène ces visuels, mais plus que ça ? Alors en effet, son travail est un petit peu comme le mien sur les différents supports visuels que vous aurez à voir. Elle, de son côté, sa garantie, c'est de considérer que quel que soit le lieu où nous sommes, aujourd'hui des églises ou aujourd'hui l'Arena de Bercy et les autres églises pour les soirées de ce soir, eh bien en fait, quel que soit l'endroit où nous sommes, c'est un lieu qui est floqué, qui est donc habillé à l'image du Congrès Mission. Donc elle est la directrice artistique, elle est garante de la cohérence visuelle sur les sites en volume. Donc en fait on travaille de concert parce qu'effectivement ça sort de ma petite tête, les visuels qui sont eux la traduction évidemment de la demande du Congrès Mission, mais son travail à elle, c'est la garantie de la direction artistique en volume, en espace de ce visuel ces visuels, ces couleurs, ces caractères typographiques qui de manière cohérente organisent en fait le fait que vous soyez bien chez vous au Congrès Mission, quel que soit l'endroit que nous investissons. Eh bien, un grand merci, Nicolette Palmar. Je rappelle que vous êtes le graphiste, on pourrait dire, avec votre femme, le directeur artistique de ce congrès. On vous retrouve à l'atelier des Palmar et puis on se retrouvera tout à l'heure, dès que les portes s'ouvriront et on pourra se retrouver. Absolument. En tout cas, bonne découverte et merci beaucoup. Bon congrès. Nicolas de Palmar, directeur artistique du Congrès Mission. Dans quelques instants, Agathe, jeune bénévole, mais tout de suite le journal de Radio Vatican sur Radio Fidélité.